Le professeur Kistiakowsky, qui était celui qui avait pensé à la technologie d'implosion pour que la bombe plutonium fonctionne, sur l'idée d'un physicien anglais qui était aussi à Los Alamos, qui a été le futur conseiller atomique de Eisenhower. Et ce qui est amusant, c'est que Groves a noté manuscrit sur le facsimile, enfin sur le rapport tapé à la machine, un Américain, un professeur à Harvard depuis de longues années. Bon. Donc le russe impulsif, ça c'est ce qui est écrit à la machine dans le rapport. Le russe impulsif étreignit Oppenheimer et l'embrassa avec des cris de jubilation. Et Groves poursuit, tous dans l'abri semblaient convaincus d'avoir assisté à la naissance de l'âge de l'énergie atomique et se sentaient profondément responsables de contribuer à canaliser comme il convient les terribles forces libérées pour la première fois dans l'histoire. Et ensuite, Oppenheimer, dans ses mémoires, a raconté ce qu'il avait ressenti quand il avait visité le point zéro. Il a cité un texte hindou, etc. En fait, Oppenheimer, son état d'esprit n'était visiblement pas celui-là, parce que le tir avait été retardé à cause d'un orage. Et la pluie durait, et tant que la pluie durait, on ne pouvait pas bien faire des photographies à distance et tout, donc il n'était pas question de tirer. Et ça mettait Oppenheimer hors de lui, parce que c'est une opération très compliquée, la première bombe atomique, vous pensez, et retardé alors que tout est sous la pluie, c'est pas spécialement réconfortant, en tous les cas tranquillisant. Et donc il était absolument à bout de nerfs. Et Groves raconte dans ce rapport qu'il l'a fait sortir pour le calmer. Donc Oppenheimer tenait tellement à ce que son joujou marche bien qu'un retard de quelques heures l'avait mis dans un état de transe. Alors les militaires au départ n'étaient pas pour l'utilisation de la bombe. Ceux qui le savaient, très peu nombreux. En gros, les généraux en chef sur le Pacifique, donc Marshall et Eisenhower sur le front de l'Ouest. Et dans un texte qu'il a publié peu après, Eisenhower raconte comment il a reçu l'annonce qu'on allait tirer la bombe sur le Japon. Le secrétaire à la guerre Stimson, de passage au quartier général en Allemagne, c'était au moment de la conférence de Potsdam, après le tir de Trinity, donc de Gadget, à Trinity, le 16 juillet, m'a informé de la préparation du largage d'une bombe atomique sur le Japon. J'étais de ceux qui sentaient qu'il y avait de nombreuses raisons convaincantes de se poser des questions sur la sagesse d'un tel acte. Mais le secrétaire semblait attendre un consentement vigoureux. Pendant qu'il m'énumérait une liste d'arguments pertinents, je me sentais de plus en plus déprimé. Et c'est ainsi que je lui fis savoir mes graves pressentiments. En premier lieu, que j'étais convaincu que le Japon était déjà défait et que larguer la bombe était complètement inutile. Par ailleurs, je pensais que notre pays devrait éviter de choquer l'opinion mondiale par le recours à une arme dont l'emploi n'était à mon avis plus obligatoire pour sauver des vies américaines. J'étais sûr que le Japon, à ce moment crucial, cherchait une voie de reddition avec un minimum de perte de face. Alors ça se trouve dans les archives, c'était absolument clair. Le Japon, depuis des mois, essayait de trouver, par l'entremise d'abord d'un diplomate suédois, puis en intervenant auprès de Staline, parce qu'à l'époque, Staline et le Japon avaient un accord de neutralité, donc ils voulaient une médiation de Staline. Vous pensez bien que Staline l'a mené en bateau, l'a envoyé le prince Konoye de l'empereur à Moscou, puisque lui, il allait dénoncer quelques semaines plus tard ce traité de neutralité. Et en fait, la bombe d'Hiroshima n'a absolument pas ému le conseil de l'empereur. Il n'en a été informé qu'un jour plus tard, c'était guère que la 60e ville était détruite par les Américains. Donc pour eux, il n'y avait rien de nouveau, les Américains détruisaient des villes, bon, c'était leur affaire. Et puis le lendemain, donc le 7, il apprend que Hiroshima en a fait péter une bombe à uranium, parce qu'il savait que c'était une bombe à uranium, ces experts l'ont tout de suite dit. Et le 8, Staline a dénoncé le traité de neutralité. Là, ça a été la panique immédiate. Dans l'heure qui a suivi, l'empereur a réuni son conseil, parce que toute la stratégie qu'ils avaient mise au point pour obtenir une capitulation honorable s'écroulait, puisqu'il n'y avait plus la médiation possible des Russes. Puisque les Russes attaquaient, ils attaquaient par le nord, Mandchourie, puis Sakhaline, l'île du Nord.
Ce qui veut dire qu'ils attaquaient la partie la plus vulnérable du Japon, puisque comme les Américains venaient du sud, toutes les forces de défensive du Japon étaient au sud. La partie du nord était hors de portée des bombardiers américains. Et ils savaient qu'en moins d'une semaine, les Russes seraient dans le Japon. Et donc il faudrait capituler devant l'armée rouge. Alors ils ont capitulé devant les Américains. Bon, dans mon livre, j'explique le petit jeu entre Truman et l'empereur Hirohito, le petit jeu qui a permis de faire croire aux Japonais que c'était à cause de la bombe atomique qu'on pouvait capituler, parce que c'est la science qui nous avait vaincus, mais pas les armes. Et c'est là que se trouve l'imposture. Ce ne sont pas les bombardements atomiques qui ont poussé le Japon à la reddition, c'est la déclaration de guerre par Staline. Parce que là, véritablement, sur le plan stratégique, c'était un bouleversement total, à la fois politique et militaire. Mais Hirohito, ne voulant pas capituler devant Staline, d'ailleurs Staline n'est pas encore au Japon, il est juste en Mandchourie, a capitulé devant les Américains. Et a obtenu très difficilement de son état-major d'accepter les conditions américaines, c'est-à-dire une reddition sans condition. Ce qui a été dur à obtenir. Ils ont craint le coup d'État. Et donc, le Premier ministre a demandé à ce que l'empereur vienne et impose aux militaires, et dans la nuit du 10 août, impose aux militaires la capitulation. Les Japonais, les militaires, le haut commandement, ne voulaient pas capituler. Ils voulaient infliger un maximum de pertes aux troupes américaines. Alors, après, entre 1945 et 2015, nous avons un mouvement complexe qui fait que la bombe atomique acquiert un statut absolument éminent alors qu'elle n'a aucune vertu militaire. Et pour comprendre ça, eh bien, il faut bien partir de ceux qui ont pris les décisions. Ceux qui ont décidé qu'on allait faire de l'atome un moyen de force. Premier exemple, que tout le monde connaît, en juillet 1944, à la conférence d'Ottawa, De Gaulle doit discuter avec les Alliés de la suite de la guerre, et il apprend, par deux physiciens français qui travaillaient au réacteur à eau lourde canadien, le projet de bombe atomique. Et dans ses mémoires, il écrit ceci. Alors je passe au début en donnant en substance. Naturellement, il relata dans ses mémoires qu'il avait été horrifié par la puissance destructrice d'une arme, entre guillemets, qui permettrait aux hommes de détruire l'espèce humaine. Et cependant, en octobre 1945, par une ordonnance, il a créé le CEA hors de tout contrôle parlementaire. Donc on voit bien qu'il a été converti. Mais ce n'est pas le plus important des convertis, le plus important c'est Eisenhower. Comme je vous l'ai dit, Eisenhower avait été offusqué par l'idée de tirer les bombes sur le Japon. Il avait raison, le Japon était en train de préparer les conditions de sa capitulation depuis déjà plusieurs mois. Depuis le début de l'année 1945 en fait. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout cela, l'évolution, disons, de la situation géopolitique après la guerre a dépendu d'un vote, le veto soviétique, à la proposition américaine d'internationalisation de l'énergie atomique. Alors voilà comment les choses avaient été conçues par les Américains. Au printemps 1945, ils avaient un comité spécial pour ça, ils avaient créé un comité spécial pour ça, qui réfléchissait à la suite du Manhattan Project et aux problèmes que posait la bombe atomique. Alors la suite du Manhattan Project, ça a été la création de l'AEC, l'Atomic Energy Commission. Quant à la bombe atomique, et on le voit dans les textes, ces textes se trouvent, c'est assez facile de les trouver. Il pensait que la meilleure solution, c'était de confier à l'ONU toute la matière fissile produite, déjà, et de confier à l'ONU le soin de contrôler la production d'énergie atomique civile, et tout le cycle du combustible, pour éviter des détournements à des fins militaires. Donc ça, c'était l'idée qui avait germé au printemps 1945. Ensuite, en septembre 1945, un comité spécial a travaillé la question plus à fond, parce que les problèmes de contrôle, de la mise en œuvre d'un tel programme supposaient quelques réflexions, ce n'était pas évident. Donc ils l'ont fait,
Et ensuite, ils sont allés voir les Anglais et les Russes, ça c'était à la fin de l'année 1945, pour discuter avec eux de ce projet. Donc les Russes étaient au courant. Et les Anglais acquiesçaient au projet américain d'internationaliser la bombe. Enfin, l'énergie atomique. La bombe, non, l'énergie atomique. Et le 14 juin 1946, devant le Conseil de sécurité, le représentant américain, son prénom je l'ai oublié, Bernard Baruch, a présenté le plan, le programme qui avait été élaboré par Acheson et Lilienthal. Et les Russes ont mis leur veto, et le texte est remarquable, au motif que le Conseil était un conglomérat dévoué aux intérêts américains. Vous voyez déjà comment la propagande soviétique justifiait les choses. Alors, maintenant, avec le recul, on se dit, bon, les Américains, ils avaient tout faux, évidemment. Les Américains ne savaient pas que Staline avait déjà lancé le programme atomique russe. Les espions anglais lui avaient fourni tous les secrets, et la construction du site de Mayak, dont je vais parler dans 2 jours, avait commencé en 1944. Et il marchait. Alors les Américains, eux, savaient que les Russes allaient s'y mettre, bien entendu, c'est pas fou. Mais ils connaissaient les difficultés, et ils savaient les moyens qu'ils avaient dû mettre en œuvre, un coût absolument astronomique. Ça avait coûté la moitié du prix de tous les bombardements du Japon, la fabrication de la bombe atomique. Vous imaginez, ils ont largué, je ne sais pas, 2 millions de tonnes de bombes sur le Japon, et une seule bombe qui fait 15 kilotonnes, ou 2 bombes qui font au total 40 kilotonnes, coûte la moitié du reste. Donc, c'était vraiment des sommes extraordinaires. Et ça avait été très coûteux aussi parce qu'il avait fallu protéger les travailleurs. Et ça, c'est très clairement, je l'explique bien dans le livre parce que c'est des choses qu'on ne sait pas ici. Le problème des Américains, c'était de garder le secret. Ils ne savaient pas qu'évidemment, ils étaient infiltrés par le groupe de Cambridge. Et donc, ils avaient élaboré des procédures pour éviter tout accident qui aurait, comme ils disent, fait voler en éclats la couverture du projet. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait d'accident. Et donc, ils ont imposé aux travailleurs, ceux qui travaillaient avec les matières fissiles, enfin les matières radioactives, des conditions très strictes qui fait que ça coûtait très cher. Parce qu'il fallait se protéger, il fallait mesurer, énormément de mesures, énormément d'analyses. On faisait des prises de sang tout le temps et d'urine, et puis on envoyait ça pour analyse, parce qu'il fallait comprendre ce qui se passait et limiter les expositions au grand maximum. Staline n'avait pas ces préoccupations. Staline, lui, il avait bouclé la région, ville secrète, et les gens travaillaient sans protection. L'exposition des travailleurs de Mayak, l'année de la bombe atomique, premier éclair, la bombe atomique soviétique, 1000 fois celle des Américains. 1000 fois. Les Américains, c'est 1 millisievert, les Russes, c'est 1000 millisievert. En moyenne. La division plutonium, il y avait plus de 20%, je crois qu'il y avait 2,5 sieverts. Bon, enfin, vous voyez, des conditions absolument épouvantables. Et grâce à ça, il a pu, en quelques années, produire sa bombe atomique et la faire exploser, leur premier éclair, en 1949. Alors, les Américains, à ce stade, n'avaient pratiquement rien fait. Ils avaient fait quelques essais de calibration dans le Pacifique, parce qu'il fallait mieux connaître l'arme, et puis ils avaient construit quelques dizaines de bombes. Point. C'était tout. Il n'y avait absolument pas de course aux armements de leur point de vue. Eisenhower pensait que cette arme et l'énergie atomique étaient les 2 moyens d'assurer la suprématie des Américains, mais tant qu'il n'y avait pas de compétiteurs, de concurrence, c'était pas la peine d'aller plus loin. Lui, il n'était pas encore aux affaires, mais il avait déjà conceptualisé cette idée. Premier éclair, décide le président Truman à lancer les travaux de la bombe H. Alors, il y avait une grande controverse avant, parce que la bombe H était déjà dans les esprits depuis longtemps. Hein. On avait fait tous les calculs et on savait qu'avec une bombe A, on pouvait allumer une bombe H. Bon. Les physiciens avaient fait le travail, c'était pas très compliqué pour eux. Mais il y avait de grandes réticences. Oppenheimer disait la bombe atomique, bon, passe encore, mais la bombe H, non, c'est une arme de génocide. Et il était contre les armes de génocide. Mais Teller a convaincu, George Teller, le Hongrois, a convaincu Truman et les conseillers de Truman de passer la bombe H. Et en 1952, les Américains ont fait exploser donc, la première bombe H sur un atoll à Bikini, 10 mégatonnes, donc c'était pas rien. Alors là, devant le succès de cette bombe, les Américains se sont dit bon, on est tranquille. Et ils n'ont pas lancé la course aux armements. C'est-à-dire
ils n'ont pas accéléré. Il n'y avait pas de raison. Ils avaient la bombe H, les Russes ne l'avaient pas. Bon, donc, puis, moins d'un an plus tard, les Russes font péter une première bombe H, pas très puissante, mais une bombe H quand même. Alors là, ça y est, la course aux armements a commencé. Donc, le veto soviétique, le fait que les Russes ont très très vite produit la bombe A décidé les Américains, qui étaient vraiment paniqués par l'idée que les Russes étaient capables d'aller si vite, de lancer la course aux armements. Et à peine arrivé aux affaires, en 1953, et ça c'est absolument décisif, parce que c'est de là que vient véritablement la place qu'a prise la bombe atomique dans les arsenaux. Le 21 octobre 1953, qui est une date absolument essentielle dans cette histoire, le président Eisenhower, qui était aux affaires donc, depuis le début de l'année, il avait été élu fin 52, quelques semaines donc après l'explosion de la bombe H soviétique, c'était en août je crois, oui 12 août, il a fait adresser à Louis Strauss, qui était le président de l'Atomic Energy Commission, un mémorandum d'une réunion secrète qu'il venait d'avoir avec Robert Schutter, son conseiller spécial pour les affaires de la sécurité nationale, et puis James Slade, le secrétaire exécutif du Conseil de sécurité nationale, donc les plus hautes autorités en la matière. Et dans ce mémorandum, le préambule annonce qu'il va faire réviser la loi de 1946 pour que les armes atomiques soient traitées comme les autres armes et que le tabou sur leur utilisation soit aboli. Et à ce moment-là, durant les 8 années de son mandat, qui ont suivi entre 1953 et 1961, les Américains ont produit en moyenne 10 bombes atomiques par jour ouvrables, 5 bombes atomiques par jour ouvrables, qui ajoutaient 10 mégatonnes en moyenne à la puissance de l'arsenal. Et c'était des bombes de toutes sortes. Vous en aviez qu'on pouvait mettre dans des obus, vous en aviez qui étaient de super puissantes, 25 mégatonnes. Vous aviez des bombes intermédiaires qu'on pouvait larguer avec des avions plus légers. Enfin, vous avez tout. Donc, tout le monde avait sa bombe atomique. Et je crois même qu'ils avaient des missiles sur Jeep qui pouvaient emporter une bombe atomique. C'est-à-dire qu'un simple capitaine d'infanterie aurait pu déclencher le feu nucléaire. Ils avaient des batteries antiaériennes avec bombes atomiques. Hanford était défendu par des batteries antiaériennes avec des bombes atomiques. La paranoïa était... Je l'ai vu, ça m'a été raconté quand j'ai visité Hanford. Donc je peux vous le dire, c'est de première main. Les militaires n'ont rien demandé, comme vous pouvez voir. C'est uniquement politique. Ce sont des décisions politiques. Et quelques semaines après, en décembre, je crois que c'est début décembre 1953, c'est le fameux discours Atoms for Peace. Manœuvre de diversion absolument géniale, qui fait croire qu'on va lancer un développement intensif d'énergie nucléaire civile pour tous usages. Il y avait même des usages de travaux publics, avec le programme Plocher et autres, de grands travaux, creusement de canaux, de réservoirs, etc. Et les Russes ont fait de même, avec des bombes atomiques. Il y avait la fusée atomique, il y avait l'avion atomique, et il y avait évidemment l'énergie atomique. Or, durant ces 8 années, comme je vous ai dit, l'arsenal américain est passé de, que je ne peux pas dire de bêtises, de 841 têtes à 18 638 têtes, et on est passé de 50 mégatonnes à 21 491 mégatonnes. Et donc durant ces 8 années, pas un seul réacteur civil de technologie américaine n'a été mis en service, ni aux États-Unis, ni dans le monde. Il y a eu une petite manœuvre de diversion, disons, de propagande. On a pris un réacteur de sous-marin et on l'a mis à côté d'une ville, on a mis un générateur électrique et on a envoyé l'électricité dans la ville. Mais c'était un réacteur de sous-marin, ce n'était pas un réacteur commercial. Bon, la France a fait de même avec ses moyens, et à partir de la fin des années 60, elle a développé une force nucléaire tactique qui a été ensuite abandonnée en l'an 2000. Mais entre 1960 et 2000, il y avait une composante tactique des forces nucléaires françaises. Voilà pour ce qui est du build-up. Maintenant, venons-en à une grande transition qui a été amorcée en 1980, à peu près, en 82 en fait, dans mon souvenir. C'est lorsque le département de la Défense américain a lancé un vaste programme de numérisation de tout l'armement.
et de tout ce qui va autour, la logistique. Donc, avec beaucoup de prescience, les experts militaires ont décidé qu'il fallait tout informatiser, tout numériser. Que ce soit l'électronique des missiles, les systèmes de surveillance, de communication, et ça. Tout ça devait être informatisé. Et ils ont créé Internet pour des buts militaires à ce moment-là. Il fallait avoir un système qui soit insensible, qui soit résilient à des attaques. Donc il fallait un réseau capable de se reconfigurer en permanence. C'est une idée française qu'ils ont exploitée. On le sait assez peu. C'est un ingénieur polytechnicien français qui avait conçu cette idée un peu auparavant, je crois, vers la fin des années 60. Je n'ai plus le souvenir exact de ça. Et alors, cet épisode arrive à un moment un peu particulier. On se rendait bien compte que la guerre atomique, comment dire, qu'il fallait l'éviter à tout prix, n'est-ce pas? Parce que si on commençait à échanger des bombes entre adversaires, on ne savait pas où ça pouvait s'arrêter. Donc on a créé des doctrines censées tellement terrifiantes en soi, ou dissuasives, je ne sais pas de le dire, que ça interdirait à quiconque de tirer en premier. La première donc, de ces doctrines, c'est la doctrine MAD, c'est-à-dire Mutually Assured Destruction, entre les Russes et les Américains, évidemment. Et puis en France, quand on n'avait pas les moyens d'être à la hauteur de cette théorie, de cette stratégie, alors on a créé la dissuasion, enfin on a théorisé la dissuasion du faible au fort. C'est-à-dire qu'on estime que le fort ne tirera pas parce qu'on est capable de lui faire quelques piqûres de moustiques en détruisant 3 ou 4 de ses villes. À condition que les avions ou les fusées arrivent évidemment au bon endroit. C'est une doctrine qui est une doctrine, comme vous voyez, qui est du tout ou rien. Tant qu'elle marche, on dit qu'elle marche, et si elle foire, c'est fini. On n'a plus de recours. Donc sur le plan militaire, encore une fois, c'est assez bizarre. Jamais un militaire ne penserait à la guerre sans recours en cas d'une défaite. Au moins, on peut reconfigurer les forces et réattaquer ailleurs. Là, on ne pourrait plus. Et puis, la dernière théorie, c'est la preemption, qui est mal traduite en français. C'est celle où on tire en premier quand on pense que l'adversaire est en train de préparer la même chose. C'est ce que Trump a fait croire aux Américains en disant qu'il allait bombarder la Corée parce que la Corée s'apprêtait à tirer sur les États-Unis. Les Américains sont peut-être capables de gober ça, je ne sais pas. En tous les cas, heureusement, il ne l'a pas fait. Alors, là, il faut lire Clausewitz. Lisez Clausewitz si vous vous intéressez à la guerre atomique, parce que si on n'a pas lu Clausewitz, on ne peut pas comprendre pourquoi elle ne peut pas avoir lieu. Ou tout du moins, il est inconcevable, même en cas d'accident, qu'on monte, comme on dit, aux extrêmes. Comme il dit, Clausewitz, il dit, ce qui empêche le déclenchement de la guerre, c'est le manque d'information. On ne sait pas où en est l'adversaire, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire. Et d'ailleurs, les attaques françaises en Syrie l'ont montré. Vous savez que les Français sont intervenus en Syrie avec les Américains. Or, on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de missiles qui ont raté leur cible. Alors qu'on croyait qu'ils étaient super sophistiqués et que c'était vraiment des armes intelligentes. Et je crois que c'était assez faible, même la proportion qui a réussi à atteindre son but. Donc, vous voyez, on ne sait même pas ce que ces propres armes peuvent réussir. Et l'expérience montre que parfois c'est assez décevant. De plus, Hiroshima et Nagasaki, c'est un des points positifs du bombardement, si on peut dire, dans l'imaginaire des gens, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bombes atomiques contre des peuples qui n'ont pas de bombes, enfin contre des États qui n'ont pas de bombes atomiques. Ça a été réclamé par MacArthur au moment de la guerre de Corée. Le président Truman a refusé qu'on tire des bombes atomiques sur la Corée. Et lorsque Kissinger a demandé la même chose lors de la guerre du Vietnam, qu'on tire des bombes sur le Laos pour briser quelques forces de l'arrière du Viet Cong, le président de même a refusé. Je crois qu'à l'époque, c'était celui qui a été destitué, empêché, c'était Nixon. Nixon. Alors, les années 80, c'est les années où il y a percussion entre le programme américain
de numérisation de tout le système, et les bombes intelligentes, les bombes à neutrons, c'est-à-dire les bombes atomiques, comme que les Américains les appellent nuts. C'est-à-dire, alors nuts, je ne me rappelle plus exactement ce que veut dire exactement l'acronyme, c'est, où est-ce qu'il est marqué dans mon texte? Bon, voilà, NUTS, Nuclear Utilization Target Selection. Donc on a des armes atomiques spécifiques. Vous avez les bombes à neutrons, pour tirer sur des bataillons de chars, ça tue les hommes et ça garde à peu près le matériel en état. Et comme c'est des bombes qui ont peu de retombées, alors ça laisse le terrain, disons, on peut envisager d'investir le terrain après. Ça, c'est donc les bombes à neutrons. Vous avez aussi des bombes qui étaient des bombes à effet électromagnétique pour détruire les circuits électroniques de l'adversaire. Donc les bombes peuvent émettre effectivement des rayonnements électromagnétiques, elles en émettent, mais on peut renforcer ça en mettant du métal en plus, qui va, avec les ions métalliques projetés à grande vitesse, ça va créer des courants très forts qui vont émettre des champs magnétiques, des vraies ondes de choc, et qui vont casser, comme un coup de foudre, qui vont casser toutes les installations, détruire toutes les installations électroniques de l'adversaire, etc. Donc il y avait plein de trucs comme ça. Et à l'époque, donc les gens commençaient à développer des armes intelligentes. Les missiles de croisière qui volent au ras du sol, en se guidant tout seul, toute gamme de missiles, des systèmes de communication très, très perfectionnés. Et vous avez un ancien secrétaire d'État à la Défense, McNamara, qui appuyait vraiment beaucoup ce mouvement et tous les think tanks qui voulaient empêcher Reagan de développer ces bombes, de multiplier ces bombes à usage spécifique. Et c'est eux qui l'ont emporté. On n'a pas fabriqué de bombes à neutrons en grande série, et depuis, la guerre se fait avec des armes, entre guillemets, chirurgicales. On ne cible plus comme indistinctement, comme on l'a fait encore au Vietnam, les civils. Et quand on mène la guerre, eh bien on mène la guerre au petit point. Et ça prend beaucoup de temps. Et les conflits se prolongent. Mais on tue peu de civils. Et comme les militaires se mélangent avec les civils, ça devient très compliqué de faire la guerre. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Des conflits qui s'éternisent. Pensez à Gaza, pensez à la Syrie, pensez à tout ce type de combat. Ça n'en finit pas. Et en fait, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 40, il y a peu de morts civiles. Il y en a, bien entendu, parce que les Russes, eux, ils sont moins délicats. Là, je pense à la Syrie. Et puis encore en Irak, les Américains ont fait des choses encore un peu grossièrement. Mais pour le reste, non. On a quitté cette idée de détruire indistinctement des villes, de tuer un maximum de civils, c'est fini. Donc on a une pratique de la guerre qui retrouve les guerres aristocratiques, où on ménage les civils, où on respecte l'adversaire, on ne tue pas les prisonniers, etc. etc. Et en face, qu'est-ce que proposent les gouvernements? Des armes de destruction massive comme moyen suprême. Il y a véritablement une percussion entre deux logiques. Moi je pense que le développement des armes intelligentes, ça a totalement ringardisé la dissuasion. Totalement. Et les militaires ont repris d'une certaine façon la main sur les politiques. Bon, les politiques, évidemment, c'est très difficile de revenir en arrière, comme vous le savez toujours. Les systèmes sont très inertes. Mais ces bombes n'ont pas d'usage pratique dans les conflits actuels, et on n'en voit pas qui pourraient être présents. Alors je vais en venir quand même à des choses qui sont quand même un peu inquiétantes et qui concernent la France. J'ai l'impression, quand je lis ce que disent les présidents français depuis un certain temps, qu'ils n'ont rien compris à ce que représentait la bombe atomique, leur force de dissuasion, leur force de frappe, comme disait De Gaulle. Pour preuve, dans ses mémoires, jusqu'à d'Estaing avoue qu'il n'aurait jamais appuyé sur le bouton. Or, quand il a été aux affaires, c'était le summum de la guerre froide. On craignait que des divisions blindées soviétiques ne déferlent sur l'Europe,
Et on avait développé des missiles à Pluton puis Hadès qui étaient destinés à être tirés sur ces bataillons de chars qui allaient débouler. Alors comme elles étaient à courte portée, elles auraient tiré sur la Pologne et sur l'Allemagne, hein, l'Allemagne de l'Est. Hein. Bon. C'était quand même, et ça Giscard, qui était quand même un type assez civilisé, enfin qui est toujours un type assez civilisé, il s'y refusait, mais il ne le disait pas. Il fallait faire croire au pays que la force de dissuasion protégeait le pays. Vous voyez, il y a quelque part un hiatus hein, entre la pensée et ce qu'on dit. Alors, Chirac, lui, alors lui, on peut penser qu'il n'avait rien compris du tout à ça. C'est qu'au moment où on reparlait d'utilisation d'armes chimiques, je ne sais plus si c'était les Irakiens ou autres, il a dit que, publiquement, il a déclaré qu'en cas d'attaque chimique, alors je ne sais pas contre qui, c'est pas forcément très clair, eh bien, le recours aux armes atomiques était légitime. Et ça c'est contre même la doctrine Hiroshima-Nagasaki. On ne tire plus de bombes atomiques sur des États, enfin contre des États qui ne sont pas dotés de la même arme, du même type d'arme. Mais le plus aberrant, à mon avis, et ça a été peu relevé, ce qui m'a vraiment assez étonné, c'est que le 19 février 2015, lors d'une présentation solennelle de sa politique atomique, François Hollande rétorque aux opposants à la composante aéroportée, parce qu'à l'époque, on avait décidé de mettre des bombes atomiques sur le Charles de Gaulle, avec les rafales pour les tirer. Rétorque donc aux opposants à la composante aéroportée des forces stratégiques que ces dernières permettent une gradation de la réponse à apporter en cas de crise, tout en prenant une part active aux missions conventionnelles. On retrouve la doctrine Eisenhower de 1953. Les armes atomiques sont des armes ordinaires. Elles ont le même statut que les autres. Par gradation, si c'est nécessaire, on les utilisera. Là, je dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête de nos présidents, enfin de ces deux-là en tous les cas. Je ne sais pas ce que pense Macron de ça. Mais parce qu'évidemment, il est obligé de défendre le fait qu'on a une force de dissuasion. Mais qu'est-ce qu'il pense qu'on va en faire? Ça, il ne l'a pas dit encore. Or, ce qu'ont montré les guerres modernes, les plus récentes, c'est que les chars de combat, les blindés lourds, retrouvent une place éminente. On pensait qu'ils avaient été ringardisés par les missiles intelligents et tout ça, mais c'est fini ça. Maintenant on sait que ce sont des plateformes indispensables, parce qu'il y a beaucoup d'électronique à bord, ils ont des moyens de communication puissants, ils ont une puissance de feu aussi considérable, et donc c'est des points d'appui pour tenir le terrain. Si vous n'avez pas de chars, vous ne tenez pas le terrain. Sauf dans la guérilla, mais la guérilla c'est des piqûres de moustiques. Mais si vous voulez faire une véritable action d'envergure, il faut des chars. La Syrie l'a montré, le Irak l'a montré, enfin bref. On le voit au Yémen aussi, les chars sont là. Et là, j'en viens à ma conclusion. Oui, je suis un peu long, mais bon, c'est des choses qui sont... Si on ne les développe pas, ensuite, ça ne se tient pas. En tout cas, moi, j'essaie que ça se tienne à peu près. Parler de la guerre, encore une fois, ça demande beaucoup d'humilité et de précaution, parce que c'est une affaire, ce sont des affaires très compliquées. Ce qu'on peut craindre, si vous voulez, c'est ça ma conclusion. Et là, on retrouve les catastrophes atomiques. À Tchernobyl, à peu près l'équivalent de 500 bombes atomiques, enfin des retombées de 500 bombes atomiques, ont été émises par l'explosion du réacteur. Et selon le bilan établi par le Chernobyl Forum en 2005, fin 2005, en septembre, le bilan définitif, c'est dans le texte, c'est qu'il y a eu 50 morts et qu'il y aura pour plus tard 4000 cancers, en plus de quelques milliers de cancers des thyroïdes, entre guillemets, facilement curables. Or, comme l'a dit très justement Alexei Yablokov dans un congrès qui a eu lieu à Lyon en 2008, quand vous êtes opéré de la thyroïde, vous n'êtes jamais guéri, puisque vous devez prendre un traitement à vie. Donc, facilement curable, non, on n'est jamais guéri. Alors maintenant, la question se pose ainsi. Puisque les chars ont recouvré une importance déterminante dans les opérations militaires modernes, dans le déroulement des opérations militaires et la conduite de la guerre moderne, qu'est-ce qui se passerait si une division de chars français se trouve en passe d'être submergée par l'adversaire, par une division de chars venant de l'ennemi?
est-ce que Monsieur le Président ne va pas recevoir de ses conseillers spéciaux, qui sont certainement au courant du rapport du Charleville Forum et qui pensent que sans doute il dit la vérité, tous les arguments nécessaires pour demander à quelques rafales d'aller tirer des missiles à SMP pour arrêter les divisions de l'ennemi. Les missiles à SMP, c'est des missiles de croisière qui portent des bombes atomiques. Hein. Et là, vous voyez qu'on a une inversion de la légende historique d'un nucléaire militaire qui aurait engendré et qui tiendrait en suggestion le nucléaire civil. Parce qu'on découvrirait qu'au fil des ans, c'est-à-dire qu'au fil que les effets sanitaires de cette guerre atomique limitée se révéleraient, hein, comme ils se révèlent actuellement après Tchernobyl. Hein. Vous avez aujourd'hui, puisque je suis président de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus, je peux vous dire qu'on a atteint un stade où on observe une augmentation de malformations congénitales, de maladies fonctionnelles et autres, qui croît sans cesse, avec une incidence donc qui croît sans cesse, dans la 3e génération. Juste un exemple, parce que ce sera développé par le 14, à Minsk, à l'hôpital numéro 11, dont nous avons la statistique, hôpital pédiatrique, sur 20 000 enfants, presque 5 000 ont une malformation cardiaque congénitale. C'est 10 fois plus qu'en France. 20 fois plus même qu'en France. Et ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Donc, on découvrira forcément, après une guerre atomique même limitée, des effets de ce genre. Mais comme ils ont été niés par le Charleville Forum, il n'y a aucune raison pour que cette guerre n'ait pas lieu pour ce qui concerne les craintes qu'on pourrait avoir quant à ses conséquences sanitaires. Puisque vous avez un rapport de l'ONU qui fait autorité, qui a été adopté par l'Assemblée Générale avec acclamation et moult louanges à l'automne 2005. Alors on peut revenir maintenant à la prophétie de Henry Adams. Il avait dit ça au conditionnel, que le droit céderait la place à la force, que les explosifs atteindraient une puissance cosmique, etc. Et maintenant on peut dire que le droit a disparu en tant que théorie ou principe a priori et a cédé la place à la force. Puisque les États raisonnent en destruction du peuple adverse et c'est dans le droit. Ils ont le droit d'avoir ces armes, au terme du TNP qu'ils ont fait adopter, et de besoin, si de besoin, eh bien, ils s'y recourraient. C'est bien politique, ça n'a rien de militaire. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi pour la longueur.